Le décor est donc bien planté. Vous verrez qu'on va convoquer pratiquement toutes vos casquettes, hein, oui. Celle de professeur titulaire de droit public, celle également de politologue, de piaïste à la fin, parce que tout cela va concourir à la compréhension du sujet qu'on évoque et qu'on va afficher au bas de l'écran pour faire facile avec nos téléspectateurs. Quelle peut être l'opportunité de cette révision de la Constitution et l'instauration du poste de vice-président de la République. Pourquoi les camps se divisent aujourd'hui? Vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est normal que les camps soient divisés. Mais pour revenir à cette session parlementaire qui s'est refermée, qui aura quand même brillé par des changements majeurs à la tête des deux chambres parlementaires, Théodore Dato est désormais président de l'Assemblée nationale, Bakary Abdoulaye est président du Sénat. On ne s'y attendait pas. Vous aussi, vous ne vous y attendiez pas? Oui, vous savez, le président Paul Biya est connu comme un sphinx. Vous voyez, l'expression vient de ses contempleurs qui ont, à un moment donné, estimé que c'était une personnalité insaisissable. Maintenant, vous savez que pour comprendre cela, je voudrais d'entrée de jeu rappeler que ceux qui sont allés par adhésion accompagnée auprès du président Paul Biya ne peuvent pas l'expliquer. Mais ceux qui sont allés vers le président Paul Biya, parce que moi, dans mon cas, on ne m'a pas demandé de soutenir le président Paul Biya. Personne ne m'a convaincu pour le faire. Je me suis convaincu moi-même. Et lorsque vous avez compris ce choix, et pourquoi certains vont pour le président Paul Biya, vous pouvez expliquer cela. Je pense que le président Paul Biya, sur ce point bien précis, a donné la possibilité à certains de ses collaborateurs de montrer ce qu'ils savent faire. Et lorsqu'il a atteint certains objectifs, souvenez-vous, après la démission du président Amadou Ahidjo, j'ai encore en mémoire, c'était un jeudi, un soir du 4 novembre, lorsque le président a décidé, Ahidjo, a décidé de démissionner de ses fonctions de président de la République et il a insisté, il a souhaité que le pouvoir, dans cette succession constitutionnelle, modifiée en 1979, revienne au président Paul Biya. Beaucoup n'ont pas compris à la base pourquoi ce choix avait été fait. D'entrée de jeu, il faut le dire, c'était un personnage assez particulier. Vous savez, le président Paul Biya, lorsqu'il accède le 30 juin 1975 aux fonctions de Premier ministre, je voudrais vous rappeler que le président Ahidjo disait qu'il faut faire attention, ne regardez pas le messager, mais celui qui mandate le messager. Ça veut dire que porter le président Paul Biya à la tête déjà de ce poste très important, il était clair que le président Amadou Ahidjo avisait contre ceux qui ne suivraient pas le président Paul Biya. Et ce n'était pas au hasard, un simple fait de hasard. En 1979, lorsqu'il modifie la Constitution et prépare, ça il faut le rappeler, un successeur constitutionnel, il est clair qu'il avait déjà vu une personnalité politique, comme on le dit souvent, qui connaissait profondément l'État. Et quand on l'a vu depuis 44 ans, en novembre prochain de pouvoir, il est resté imprévisible, il est resté insaisissable. Et 34 ans après, qui peut douter un seul instant que le départ de Kava-Yégué Djibril soit arrivé à point? 34 ans quand même, à côté d'un homme comme le président Paul Biya, qui vous a fait confiance et qui vous a systématiquement reconduit à la tête du Parlement. Il faut plutôt saluer cela. On a le même cas pour le président Nyadji Fendi. Je crois que lorsque vous faites la conjonction des faits, vous comprenez que le président Paul Biya nous prépare à un autre destin. Je me souviens, et ça je vais vous le dire entre deux couloirs, au congrès de septembre qui s'est tenu les 15 et 17 septembre 2011. Dans les couloirs, le président, avant de monter sur la tribune, disait qu'il est temps qu'il y ait de nouveaux acteurs dans le jeu politique. Il a fait entrer les Ateba Yéné, les Messanga Nyamding et bien d'autres. C'était un ballon d'essai.
Et je voudrais vous dire que lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les départs de M. Cavaille et de Nyadi Fendi, le président a corrigé un tir qui était très important parce que notre section au comité central n'avait pas plus beaucoup de gens qui étaient proches de lui. Parce qu'ils étaient constitués des gens enseigneurs et ils estimaient que, tiens, ce monsieur prépare quelque chose contre nous. Il a stoppé cela. Même lorsqu'on nous a exclus, même lorsqu'on a traîné les uns et les autres dans la boue, il a compris qu'il ne fallait pas très vite bousculer le sérail. Et là, vous voyez que dans la progressivité en relation avec votre question, il est temps de comprendre que le président a dit quelque chose. Et ne l'oubliez pas, à la fin du congrès de 2011, porté par le ministre René Emmanuel Sadi, il est temps qu'on pense aux générations futures. Vous savez, tous ces gens qui sont là, vous verrez que beaucoup n'ont jamais été militants. Mais ça a finalement pris beaucoup de temps. Entre 2011 et 2026, ça a quand même pris beaucoup de temps. Et c'est ça l'homme Paul Biya. Je vous ai dit que moi, personne ne m'a convaincu à soutenir le président Paul Biya. Je me suis convaincu moi-même. Et quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez comprendre des choses invisibles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose en relation avec l'histoire de la République française. La France a eu un roi que l'on a appelé Louis XVI. Vous savez, Louis XVI est arrivé très très jeune. Hein. Il avait à peine 20 ans, 19-20 ans. Et l'une des erreurs de Louis XVI, même si les gens l'appellent le roi soleil, c'est que il a construit Versailles. Pour ceux qui nous regardent, allez visiter ce joyau. Et le palais de Versailles a attiré autour de lui, je vous parle ici de l'erreur de Louis XVI, a attiré beaucoup de seigneurs qui se sont constitués autour de Louis XVI. C'est-à-dire que la gouvernance n'était plus décentralisée. Il a concentré autour de Versailles ce qu'on appelle la seigneuriale, c'est-à-dire des petits présidents, et les gens ne remontaient plus les informations. À l'instar de M. Paul Biya, qui vraiment... Vous voyez qu'il est arrivé à cette situation-là. Il est arrivé à une situation... Les petits seigneurs se sont constitués et sont autour de lui. Devenu un problème. Et il s'est donc rendu compte que la base n'avait plus l'information. Parce que vous savez, quand vous voyez un peu la France historique, comparée à ce qu'on vit au Cameroun, pour comprendre le président Paul Biya, il faut connaître l'histoire de la France, l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de l'humanité, et aller même chercher dans la Grèce antique et à l'Égypte antique. Vous allez voir que la durée au pouvoir est un atout. Un atout? C'est un atout. Vous pensez? Mais écoutez, est-ce que ce n'est pas cette durée au pouvoir qui a fait naître tous ces seigneurs qui sont devenus des petits rois, qui ne se sentaient plus obligés de transmettre la bonne information horizontalement ou verticalement? Et tout simplement parce que l'erreur de Louis XVI, que Paul Biya est en train de corriger. Après l'avoir commise quand même aussi. Après l'avoir commise, la durée. Parce qu'on est dans la correction. Et l'établissement des seigneurs autour de lui. Vous allez voir que quand vous visitez la construction de la France monarchique, à un moment donné, c'est que il y avait des corporations. C'est-à-dire les cordonniers, les ébénistes et autres. Et lorsque Louis XVI avait besoin de quelque chose, il saisissait ces corporations qui pouvaient, à un moment donné, lui transmettre l'état du pays. Mais malheureusement, avec Versailles, où il a regroupé autour de lui tous les seigneurs, il ne pouvait plus transmettre l'information. C'est ce qui est exactement arrivé auprès du président Paul Biya. Et vous allez voir qu'à un moment donné, lorsque cette monarchie française a été bloquée, comment Louis XVI a fait pour s'en sortir? Il est allé s'appuyer sur les banquiers. Et la plupart des banquiers de cette période, c'était qui? C'était les grands réseaux, à la fois maçonniques, constructivistes et autres, qui avaient saisi le pouvoir. Et vous allez remarquer quelque chose pour terminer dans cette illustration. Même dans le monde, les présidents peuvent changer au sein des États. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment les présidents changent et les lobbies sont toujours là? C'est ce que Paul Biya a compris. C'est-à-dire, lorsqu'en 2007, vous savez, ça relève du mystère, ce que je vous explique aujourd'hui. Lorsque vous observez bien
la scène internationale. Vous prenez Donald Trump, vous prenez Clinton, vous prenez les autres. Mais comment ils deviennent président des États-Unis? C'est des gens qui n'ont que 2 mandats. C'est le modèle occidental. C'est-à-dire qu'avec 2 mandats, on dit tel est venu, tel est reparti. En France, pareil, avec Macron, Mitterrand et les autres. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment ces gens font pour accéder au pouvoir et pour partir avec une nouvelle personne? C'est vous le chercheur. Bon, si vous vous êtes posé la question. Et c'est là où je vous dis, donc, comment ils font donc? Il y a donc ces lobbies au Cameroun qui ont confisqué l'État, qui contrôlent le système économique, le système social, la prise des décisions. Parce que Paul Biya a mis long au pouvoir. Il s'est dit aujourd'hui... Et là, donc, ce n'est plus un atout. À la fin, long au pouvoir. À la fin, c'est un atout. C'est ce que je vous démontre. Parce qu'il s'est dit, regarde tout ce que nous avons fait. Qu'ai-je obtenu comme résultat? Le contrôle du pays par les autres. Il dit, n'est-il pas temps que jusqu'au bout, je vous donne un successeur? Vous savez, c'est une analyse épistémologique. On va arriver sur le successeur. Qui relève là? On va arriver sur le successeur. Maintenant, revenons à la situation où on a l'impression que tout est bloqué finalement autour du président. Est-ce que pour régler ce blocage, il est obligé de changer Kavaïgué Zibril ou Niadji Fendi Marcel? Est-ce qu'il ne tourne pas autour du pot sans attaquer le véritable problème, là où il y a le vrai blocage? Il se détache de la seigneuriale. Oui. Il se détache des seigneurs. Je vous dis, mais ça ne débloque rien finalement. Ça va débloquer quelque chose si vous comprenez à un moment donné. Écoutez, je vous fais remarquer ce qu'on peut appeler une contradiction présidentielle. Ouais. En 2007, devant vos confrères de Monte Carlo, de France 24. France 24, il est à France 24. Vous vous rappelez cette interview où il dit que le Cameroun n'est pas une monarchie. C'est une prise de position institutionnelle. Une vision d'un homme qui, dans sa dimension initiatique, est convaincu que bon, les gens sont matures, ils sont prêts à choisir eux-mêmes leur successeur, même s'il a lui-même été un président successeur. N'oubliez pas que, quand vous allez lire en profondeur un ouvrage que je vous recommande, je crois que Charles Ndongo, s'il le suit, il peut le ressortir. Allez lire un petit ouvrage, interview du président Paul Biya avec Charles Ndongo, intitulé « Le nouvel élan ». Mais le président constate que dedans, il y a 3 types de chefs d'État en Afrique. Les successeurs, lui-même, Diouf, au Sénégal. De l'autre côté, les héritiers, les royaumes et les chefs de guerre. Partant de là, il décide qu'il n'y aura pas ce type de succession. Il va à France 24, il le dit. Il dit non, c'est terminé. Plus de chef d'État successeur, pourtant j'en étais un. Regardez le temps. 2007, 2026, ça fait près de 20 ans. Hein. Il revient sur sa décision. Pour une seule raison. La lutte de pouvoir, la bataille de succession doit prendre fin. Maintenant, est-ce qu'on peut justifier cela? C'est pourquoi j'ai... Alors, là, je voulais convoquer le biaïste. Il dit que le Dauphinat n'est pas démocratique. Oui. On reste dans la succession démocratique. Quelques années plus tard, vous dites qu'il est en train de construire finalement la succession. Il semble revenir sur ses propos. Est-ce que c'est parce qu'il a créé des monstres qui sont devenus beaucoup plus forts, beaucoup trop forts pour lui, qu'il est obligé lui-même de vouloir assurer la succession? C'est exactement ça. Il se dit, à un moment donné, au regard des lobbies, au regard des pressions, regardez à un moment donné, mais elles sont manifestes. Souvenez-vous, avant l'élection présidentielle, de tout ce qu'il y a eu comme mobilisation et soi-disant soutien de masse avec toutes les délégations qui sont arrivées au palais. Ces consultations, entre guillemets, sur son autorisation. Je suis convaincu, avec le temps et la maturité, que les gens ne pouvaient pas entrer au palais sans l'avis du président. Les corporations lui ont dit, il faut cela, ça va marcher. Il a dit, allez-y. Il a dit, allez-y. Et bien avant, la candidature de Moïse Kamto a été
bloqué de manière particulière, je dirais même kafkaïenne. Ça, on l'a vu. Quelque temps après, toujours dans le même élan, on a vu des gens se constituer en soutien, y compris des personnes qui ont fait croire que dans l'opposition, tant qu'on n'est pas unis, rien ne pourra se faire. Chirouma se présente. Et vous avez vu vous-même le résultat de cette élection, 36%, contesté par Chirouma, qui dit d'ailleurs qu'il a gagné l'élection présidentielle. Le président a cumulé tout ça. Donc ce sont les faits. Et vous allez vous rendre compte que, après l'élection, toujours avant l'élection, il faut qu'on termine avec cette dimension préélectorale, il y a eu des agressions barbares. On a vu le ministre d'État, Jacques Famendongo, venir injustement contrarier le très respectable ministre René Sadi, qui a rappelé chez vos confrères de RFI que c'était 50-50. Vous croyez que c'était quoi? C'était quoi? C'était l'insolence dans la bataille de succession. Ils discutaient quoi? Mais ils se battent pour que certains donnent l'impression qu'ils sont plus proches du président, qui veulent confisquer pour eux et empêcher les autres d'en parler. C'est ça qu'on appelle la bataille de succession. Au plus près du prince. Celui qui dit, tu ne dis que du bien de lui, et celui qui refuse même de dire parfois ce que le prince dit pour prévenir. Et vous avez vu une deuxième bataille. Lorsque le ministre René Sadi s'est retrouvé au secrétariat général à la présidence, il a quand même eu le courage d'État, le courage ouvert de dire que, attention, ce que vous dites, ce n'est pas toujours le président. Nous avons travaillé avec lui, il n'est pas capable de le dire. Le président a cumulé tout ça. Mais ce qui compte, ils sont allés aux élections. Quel a été le résultat? La catastrophe. Le président s'est rendu... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes où il y a eu des doutes. Pour comprendre ce qui se passe maintenant. Oui, parce qu'il y a eu des doutes. Il n'y a pas que René Sadi qui a posé des questions. On a eu Laurent Esso qui s'est pratiquement opposé aux hautes instructions. On a également eu pratiquement des bagarres ouvertes autour de cela. Et les doutes existent jusqu'à aujourd'hui, même après l'élection, où d'aucuns pensent même que ce projet de loi ne viendrait même pas du président de la République. Mais la position de Zengele est là pour l'affirmer. Vous voyez que nous sommes là dans l'implosion des castes seigneuriales. Oui. Certains nous disent, bon, c'est terminé, c'est pour moi. D'autres disent, mais attention, le président est encore là. Et d'autres disent, même ses pires adversaires disent, portons-le encore. Et vous allez voir même qu'il y a un syndicat des intellectuels radicalement opposés au président, dès sa prise de pouvoir, jusqu'aux années 2020, qu'ils sont tous pour. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais Zengele vient vous dire que, mais attention, moi j'ai eu des échanges parfois avec le ministre Zengele. Je me permets quand même, il me dit que, mais attendez, lorsque vous voyez un conseiller spécial, le doyen des conseillers spéciaux qui était un ancien opposant dire, je soutiens cela. Vous voyez mon frère et ami qui est un vice-recteur, qui était contre la révision constitutionnelle, en 2008, qui dit, je soutiens cela. Ça devient suspect. Vous avez un ministre délégué, mon frère et mon ami ministre délégué à la justice, qui a craché totalement sur la révision constitutionnelle, il vous dit, je soutiens cela. Mais comment voulez-vous que Zengele n'en doute pas? Il dit, mais attendez, est-ce qu'il soutient pour finir avec le président? Ou ils le font vraiment parce qu'ils sont sincères? Il trouve que c'est suspect et il le dit clairement. Mais il le dit. Que le président lui-même vienne nous dire. Nous devons l'analyser. Oui. Comment vous expliquez cet amour subit pour les positions du président? Sans compter qu'entre-temps, ils ont coupé les têtes à tous les soutiens clairs du président. Je ne sais pas si vous voyez un peu que lorsque dans un amphi, vous ne pouvez plus mobiliser pour dire les missions fondamentales du droit, à l'effet de montrer que si le président le dit, il a raison. Si les opposants lui disent, ils ont raison. Techniquement, c'est ce que je voudrais un peu vous expliquer. Regardez. Moi, je ne voudrais pas condamner l'opposition fondamentale, le monde dite, qui s'oppose à cela. Je vous dis que cette opposition a raison. Pourquoi? Et je vais aussi vous dire pourquoi le président a raison.
Cette opposition pense que c'est une transition. On est en train de sortir des lignes de la démocratie. De la démocratie. La démocratie supposait une élection. Bien. Mais là, ils ont l'impression qu'on est en train de faire la passe. C'est que le cas fait le gré à gré. Prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un qu'on aura choisi. Et c'est là où je vais arborer ma casquette de professeur de droit public et des sciences politiques. Allons-y, professeur. Vous savez que dans les écoles de droit, on a deux types d'acteurs. On a un premier type d'acteurs qu'on appelle les puristes, les rigoristes, les dogmatiques. C'est-à-dire ceux qui estiment à un moment donné que lorsqu'on dote un pays d'une loi, c'est une règle de jeu qu'on ne doit pas modifier. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, lorsque vous allez voir les pères même de la Constitution française, les doctrinaires, ils vous disent qu'une Constitution a deux missions, comme le droit. Réguler et garantir la cohésion et renforcer la démocratie, privilégier même le sacro-saint principe de séparation du pouvoir. Oui. Entre-temps, je voudrais vous ajouter quelque chose en guise d'illustration. Lorsque vous visitez la Constitution française, moi je suis un ancien de la faculté de droit de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, j'ai appris à la base que la Constitution du 4 octobre 58 était la 14e Constitution dont s'était dotée la France. Ça veut dire que en France, ils ont modifié cette constitution 14 fois, au moins. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Pour rester dans la première vision. C'est la constitution sont dynamique. Celle des dogmatiques. Bon, alors, les dogmatiques ont dit à l'époque, oui, De Gaulle nous a donné une constitution avec un seul objectif, stabiliser le pouvoir présidentiel. Mais vous savez que lorsqu'ils ont adopté la Constitution le 4 octobre 1958, je crois 4 ans après, en 62, De Gaulle se rend compte que, mais tiens, on a modifié la Constitution qui a été à l'origine de l'instabilité de la 4e et de la 3e République. Et on a oublié de stabiliser la France parce que l'élection du président de la République française dépendait encore de sa majorité à l'Assemblée. De Gaulle revient. Et ce qui est extraordinaire, il dit, nous allons stabiliser le pouvoir présidentiel et par conséquent le pouvoir de la nation. Parce que si vous allez lire l'article 5 de la Constitution française, il était déjà écrit, article 5, le président est garant de l'intégrité territoriale. Et De Gaulle se rend compte que comment il peut être garant s'il dépend encore du Parlement. Parce que quand le Parlement, le président était minoritaire, il tombait. Il dit, on va réviser. L'élection présidentielle va désormais se faire au suffrage universel. Ça veut dire que le sacro-saint principe de séparation stricte des pouvoirs, où on parlait d'un pouvoir exécutif bicéphale, deux têtes, Premier ministre et président de la République, dépendait encore de l'Assemblée, alors que l'Assemblée avait son pouvoir. Ils ont même d'ailleurs mis dans l'article 20 de la Constitution française, je cite, le Premier ministre conduit et détermine la politique de la nation. Article 21 de la Constitution du 4 octobre stipule, il est responsable devant le Parlement. Alors De Gaulle s'est dit, mais comment admettre cela? Ça veut dire que si le président n'a pas de majorité, il tombe avec le Premier ministre. Il adopte donc en 62, dans cette révision, l'élection présidentielle va désormais se faire au suffrage universel. Alors pour comprendre tout cela, c'est donc un président qui pense à l'encadrement de son pouvoir. Oui, mais suivez. C'est cet esprit qu'on a un peu avec la modification de la Constitution. Alors, en relation avec le Cameroun, oui, le premier qui a crié gare, c'était François Mitterrand. Quelqu'un pour qui j'ai une admiration folle en politique, parce que j'étais un homme de gauche. Je demeure un homme de gauche en France. Mitterrand dit, coup d'État permanent. Coup d'État permanent. Et il mobilise tout le monde, pétition et autres. Ça n'a pas marché. Mais ce qui est extraordinaire, Jean Jaurès, le 10 mai 1981, Mitterrand devient président de la République. Il n'a pas modifié cette constitution. Ça veut dire que le dogme, quand je dis que ceux qui contestent, les juristes, j'ai lu et écouté le ministre Camteau, j'ai écouté l'une des plus brillantes juristes d'ailleurs de l'heure, Madame Ouna Ferré,
qui est très brillante, on a fait féliciter, j'ai écouté, ils ont raison. Pourquoi? Sur quel point? Sur quel point ont-ils raison? Puisqu'ils évoquent la démocratie, l'absence de démocratie. C'est pourquoi que cette succession qui est en train de se mettre en place ne se passe pas selon les normes démocratiques qui auraient supposé un choix démocratique électoral. Mais là, ils pensent qu'on est sorti de ce cadre qui était pourtant prévu dans la Constitution qu'on est en train de modifier. Vous voyez pourquoi? C'est un bon journaliste comme vous qui rend aussi un analyste grand. Vous dites pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, 1, issu de la tripartite, la Constitution Owona Joseph. Vous savez, quand je faisais mes études de droit à la Sorbonne, on nous parlait de la Constitution Michel Debré. Elle était commandée par le général de Gaulle. Mais lorsqu'on dit Constitution Owona Joseph, c'est lui qui préside le comité technique. C'est-à-dire, au cours de ce comité technique, il y avait Dipounwoum, le professeur Ngango, et puis il y avait Konchou, entre autres. Mais le président du comité technique de la Constitution du 18 janvier 1996, c'était bien le professeur Owona Joseph. C'est pourquoi on parle de la Constitution d'Hébré, on parle de la Constitution Owona. Alors vous dites pourquoi? 1, le verrou de la limitation de mandat a été levé en 2008. En 2008, oui. Cela signifie que ceux qui disent non, ils disent mais c'est pas possible. Pourtant, cet aspect-là à la tripartite était fondamental. La limitation des mandats. Nous sommes d'accord. Oui. Mais quel était l'enjeu pour ceux qui disent non, on dénonce cela. C'est un hold-up. Ce n'est plus la démocratie, c'est la monarchie. Ils ont raison. Vous savez pourquoi? Ils aspirent à être au pouvoir. Même s'ils ne peuvent pas tenir. Même s'ils ne sont pas fondés à comprendre les enjeux. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Oui. Mais le souci est qu'ils disent qu'il n'y aura plus d'alternance. C'est une monarchie. Deuxième point. Ils n'ont pas tort. Si on va sur ce point qu'il n'y aura plus d'alternance. Mais c'est ce que je vous ai parlé de mission du droit. Oui. Ce sont les dogmes, ce sont les rigoristes. Nous les appelons les puristes. C'est pourquoi je me sens très bien dans ma casquette de professeur. Je parle au monde. Je parle aux Camerounais de l'opposition et du pouvoir. Ils ont raison. Ils disent c'est fini. Nous n'allons plus accéder au pouvoir. Parce qu'ils estiment que le pouvoir est bloqué autour d'un seul homme et d'un même système. Deuxièmement, vous savez, certains ont évoqué l'article 63 de la Constitution du 18 janvier 1996. Généralement, parfois avec légèreté aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas comment défendre en réalité le projet présidentiel. Mais ils ont oublié que l'article 63 qui dit les conditions, qui prescrit les conditions de modification, c'est-à-dire que projet de loi ou encore référendum, est un principe. C'est une prescription. Mais quand vous allez lire l'article 64 de la Constitution, il y a 3 indicateurs importants qui sont aussi en faveur de ceux qui disent non. Ils disent, on peut le faire, donc modifier. On ne peut pas modifier si l'intégrité territoriale est menacée, si l'unité du pays est menacée, mais il y a un 3e élément, si la démocratie est menacée. Alors, parce que vous avez dit que les missions d'une constitution, c'est ça, réguler, stabiliser, mais garantir la démocratie. Et garantir la démocratie. Ce 3e point qui est problématique. Alors, ils vous disent, il n'y a plus de démocratie. Article 64. Personne ne peut venir nous jurer la main sur le cœur que il n'y a pas de fondement objectif de dire que c'est pas normal. Oui. Pour ce camp, le camp des dogmatistes, les rigoristes, les puristes, ça existe. Vous savez, aujourd'hui, comme je le dis maintenant de plus en plus, quand nous entrons dans les amphis à l'étranger, on dit aux enfants, prenez vos tablettes, prenez vos portables, prenez tout ce que vous avez comme instrument, Google et autres, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement aussi est devenu dynamique, le professeur est là, il interprète certains faits, certains contenus, et spontanément, vous pouvez vérifier ce qu'il dit. Aujourd'hui, même lorsque nous sommes sur les plateaux, on ne peut plus mentir. Vous voyez, étant avec vous, les gens peuvent dire, mais c'est quoi ces dogmes? C'est quoi ces rigoristes? C'est quoi ces puristes? Ils vont comprendre que leur fondement est clair. Ils disent, ils ont confisqué le pouvoir, ils ont bloqué l'alternance, ils ont bloqué la démocratie. Mieux encore, conformément à l'article 6 de la Constitution,
le président de la République est élu au suffrage universel. Voilà pour cette tendance, on ne peut pas leur en vouloir. Dans tout système politique sérieux, ouvert, il y a les rigoristes, il y a les puristes. On n'a pas à se battre et croire que c'est la fin du monde. Mais de l'autre côté également, il y a l'analyse dynamique. Il y a les fonctionnalistes. L'un des pères, du moins pour ce qui concerne les pays francophones et ailleurs, de cette dimension, au-delà de Salih Fakbo et les autres que je ne vais pas citer, et notre perception même villageoise, je dis bien villageoise, de la gouvernance. Quand je dis villageoise, dans nos pays, dans nos villages, je suis un chef traditionnel, vous voyez que les gens qui viennent vous dire il faut la démocratie, il faut l'alternance, quand ils vont dans leur village, le chef crache sur leurs mains, ils essuient, ils avalent, ils ne réclament pas l'alternance. Donc on peut aussi comprendre qu'il y a un modèle colonial, il y a un modèle englobant qu'il faudrait faire attention. C'est-à-dire que le modèle, lorsqu'on vous dit, j'ai écouté le ministre d'État Laurent Esso, il vous dit, tout ce que vous dites là, vous pouvez les reprendre sous forme de projet de loi. Ça veut dire que si je m'appuie sur certains travaux objectifs, ce qu'on appelle l'objectivisme juridique, aucune constitution n'est une variéture. Oui. Et une fois que vous êtes aux affaires, vous modifiez parce que vous recherchez la stabilité de l'État. Vous êtes sûr qu'on est dans le cas de la stabilité de l'État? J'en arrive alors. Ce n'est que la stabilité du pouvoir et la conservation du pouvoir. Bien. C'est pas pareil. Oui, mais attention. Oui. Nous avons eu des indicateurs. Rappelez-vous, un temps soit peu, il y a une période où on nous a dit que le président était mort. Mais je peux vous assurer que les gens, la première question que se posaient certains, où est actuellement le président du Sénat? Vous vous rappelez? Il y avait des tensions. Regardez récemment même, lorsque nous sommes... On aurait supposé que le problème était réglé une fois que un nouveau président était à la tête du Sénat, on dit, beaucoup plus dynamique. Nous allons voir comment ils vont organiser cette affaire-là. Ouais. Parce que n'oubliez pas quelque chose. Il y a un président qui donne l'impression qu'il reprend les choses en main. Et la dimension ici, si on s'en tient, le père du pouvoir fonctionnel en zone francophone, c'est Maurice Duverger. Il vous dit que le changement pour le changement ne sert à rien. Le changement pour la stabilité sert à quelque chose. Ça veut dire quoi? Pardonnez-moi. Le président se dit, si vous voyez, lisez, il y a 3 articles importants qu'il faut aussi interpréter. À l'effet de démontrer quoi? De démontrer que, 1, le président dit plus de vacances. Je prends mes responsabilités. Ça peut changer après Biya. Hein? Ne croyez pas que tout... Ce que certains doivent comprendre. Lorsque le pouvoir du président Paul Biya tombera ou ne sera plus en place, les autres seront libres aussi de changer. Mais pour l'instant, parce qu'il est là, ça c'est le deuxième camp, à qui je donne aussi raison. Paul Biya me dit, écoutez, ça fait qu'en 4 ans que je suis là, j'ai observé les corporations, j'ai observé autour de moi, j'ai vu de l'anarchie, j'ai vu la bataille de succession, j'ai vu le danger d'un vide constitutionnel concernant la succession immédiate. J'ai l'article 2 de la Constitution qui me donne la possibilité de porter ma vision de l'État. Parce que aujourd'hui j'exerce le pouvoir, même si ces élections ont été contestées. Et il dit, cette fois-ci, je vous donne un successeur. Alors, regardez la magnanimité de ce qui est en train de se passer. Et je n'entends pas beaucoup de doctrinaires. Les juristes. Vous voyez la magnanimité dedans? Oui, parce que l'État a besoin de la magnanimité. Les rigoristes, oui. Les puristes, et là je suis un peu gêné. Tout le monde se posait la question de savoir s'il n'est pas là aujourd'hui, comment on fait. Mais lorsque... C'était prévu dans la Constitution. Oui, mais c'était un processus qui n'allait pas tenir. Pourquoi? Parce que les gens vous disaient que, en cas d'intérim, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est pas ce que les gens disaient, c'est ce que la Constitution dit. Oui, mais oui, non, je vous prends l'interprétation des gens. Mais est-ce que c'est au-dessus de ce que la Constitution dit?
Bon. Si on se met à écouter ce que les gens vont dire du matin au soir, et là, vous venez de me donner une leçon dogmatique du droit. Alors, si on reste donc dans le contenu constitutionnel, vous allez vous rendre compte que, avec un environnement sociétal bouillant, une contestation de l'ordre constituant, beaucoup trouvaient que le président du Sénat ne pouvait pas assurer cela. Comment? Parce qu'il y avait toujours des groupes factices qui allaient émerger. Toujours est-il que, dans le camp de ceux qui portaient la dimension fonctionnelle de l'État, je voudrais l'expliquer techniquement. Je prie vraiment nos téléspectateurs qui m'écoutent de comprendre que moi, ce qui m'a frappé en tant que professeur de sciences politiques et de droit public, c'est qu'il y avait une vacance. Et je me suis dit, mais quand vous observez un peu l'escarcelle de l'État africain postcolonial, vous verrez que Jean-Jacques Zé, partout où les pouvoirs ont duré, il y a eu guerre civile après le chef. La Côte d'Ivoire, après au fouet, vous avez vu ce qui s'est passé. Je pense que pour moi, est-ce que cette expérience constitutionnelle de Côte d'Ivoire n'a pas influencé la position du président? Regardez. Parce que la Côte d'Ivoire également vient à intégrer le vice-président. Intégrer, oui. Suivez. Et puis, il y a aussi un autre pays, la RDC. Après Mobutu, regardez dans quel cercle, et cercle même, conflictogènes ils se sont retrouvés. Et le président Paul Biya lui-même, lorsque les Camerounais l'ont applaudi, même si à l'époque, il y avait très peu de contestation, je voudrais quand même le rappeler, n'est-il pas un président successeur? Et j'appelle donc votre attention, Jean-Jacques Zé, vous, avec l'honneur et la doléance et l'indulgence de téléspectateurs, ceux qui veulent comprendre, nos étudiants des facultés de droit. Nous entrons avec cette révision avec un exécutif tricéphale. Tricéphale, c'est-à-dire à 3 têtes. C'est-à-dire le président de la République, le vice-président et le premier ministre qui partagent le pouvoir exécutif. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau? Il n'y a plus de vacances. Regardez, vous qui nous écoutez. Prenez l'article 7. Il n'y a plus de vacances, il n'y a même pas élection. Prenez l'article 7, alinéa 3. Le vice-président prête serment dans les conditions fixées par la loi. Ça veut dire que... la même forme que le président de la République. Le président de la République. Oui. Donc, il est important quand même de dire que c'est le pouvoir du président. Il dit, lorsque vous prenez l'article 6, alinéa 7, lisez surtout l'alinéa 6, article 6, alinéa 7, 8 et 9. Surtout 7. Alors, l'article 6 de la proposition de nouveau. On met ça. Oui. L'article 6. Alinéa 7. Alinéa 7. Si le vice-président est à son tour empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau président de la République. 20 jours au moins et 120 jours au plus tard après l'ouverture de la vacance. Et vous voyez, maintenant, vous voyez que, lisez maintenant l'alinéa 8. L'alinéa 8. Dans le cas visé à l'alinéa 7, ci-dessus... Précisez bien que l'alinéa 7 stipule qu'il prête serment dans les mêmes conditions que le président de la République. D'accord. On dit donc que l'alinéa 8, dans le cas visé à l'alinéa 7, ci-dessus, l'intérim du président de la République est exercé de plein droit par le président du Sénat. Mais là, on est au 3e niveau, là, finalement. Oui, au 3e niveau. Mais le 3e niveau répond à l'article 5, alinéa 3. Qui stipule il peut être assisté. Lisez l'alinéa 5, l'alinéa 3. Il peut être assisté. C'est une petite phrase, tout simplement. Il peut être assisté d'un vice-président. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire, Jean-Jacques Zé? Ça veut dire que ce qu'on appelle techniquement, en sciences politiques, l'intérimat présidentiel, il n'existe plus, pratiquement plus. Si on s'en tient à la volonté du président de la République. Vous voyez donc que le ministre d'État Esso, dans ses ébats, je dis bien dans ses ébats, mais il dit que c'est la dimension fonctionnelle de l'État qu'on a privilégiée. Ça veut dire quoi? Au-delà du droit, faisons des interprétations politiques. Où est donc l'opposition
lorsque Chiruma revendique sa victoire? Où est donc l'opposition lorsque Kamto est disqualifié? Où est donc l'opposition lorsque Anissé Ekane meurt? Où est donc l'opposition lorsqu'avant l'élection présidentielle, il fallut une mobilisation? Ça veut dire qu'il faut mettre en réalité l'acte présidentiel là pour mettre fin aux turpitudes de l'opposition des dealers. D'accord. L'opposition des dealers, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui ne bougent que lorsque Paul Biya prend des initiatives. On ne peut pas continuer comme ça dans un État. Après des démonstrations juridiques, le président a une préoccupation fonctionnaliste bien portée. Il dit, je vais structurer l'État, voilà la voie. Mais vous, à l'opposition, organisez-vous aussi. Pourquoi cette opposition ne bouge que lorsque Paul Biya prend certaines dispositions à l'effet? Mais vous attendez qu'elle fasse